Économie le max sur i24 News. Soyez les bienvenus au programme aujourd'hui 1992-2016, 24 ans et si rien n'avait changé. Bush pourrait à nouveau affronter Clinton pour une place à la Maison Blanche. Cette fois ce serait Jeb face à Hillary. Mais que propose chacun des deux favoris à l'investiture de leur camp, républicains et démocrates? Coup de projecteur sur le volet économique et social de leur campagne dans quelques minutes. Et puis l'idée peut sembler farfelue et pourtant c'est la numéro 3 du gouvernement français qui la propose, boycotter Nutella, accusé de contribuer à la déforestation de la planète. On s'intéressera au combat de Ségolène Royal contre l'huile de palme, huile vitale pour certaines économies. Ce sera dans un instant. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et avant cela, l'essentiel de l'info éco du jour à l'international. La Grèce d'abord une fois de plus, avec l'avertissement ce matin de la Banque de Grèce. Faute d'accord avec les créanciers, le pays sortira de l'euro et sans doute de l'Union européenne. Il reste très peu de temps, a dit hier à Bruxelles, vous le voyez, le président de l'Eurogroupe. Nous sommes à la veille d'une énième réunion des ministres des Finances de la zone euro consacrée à la dette grecque et elle pourrait cette fois être décisive pour l'avenir du pays. Mais à quoi peut-on vraiment s'attendre? Le dialogue semble bloqué, toujours aucun terrain d'entente quant aux réformes sur lesquelles Athènes devra s'engager pour obtenir 7,2 milliards d'euros d'aide de ses bailleurs de fonds. Je n'ai plus de contact avec le gouvernement grec depuis dimanche soir. J'ai décidé d'arrêter les négociations car la position des Grecs ne menait nulle part et Alexis Tsipras le sait. Je ne suis pas pour l'augmentation de la TVA sur les médicaments ou l'électricité. Je ne me soucie pas du gouvernement grec, je me soucie du peuple grec et principalement des plus pauvres qui souffrent suite au plan d'ajustement. Et en tout cas, on sent le ton monte entre les partis. Devant le Parlement à Athènes hier, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, a eu des mots très durs à l'encontre des créanciers de son pays, accusé notamment de chercher à humilier son gouvernement et l'ensemble du peuple grec. Et à quelques jours d'un possible défaut de paiement, il a réservé un traitement particulier au FMI. Écoutez. Nous ne devons pas oublier que le FMI ne vient pas de débarquer en Grèce. Cela fait 5 ans maintenant, et il a une responsabilité criminelle vis-à-vis de ce qui se passe ici. Le temps est venu pour le FMI d'être jugé publiquement. Pas par nous, mais par l'Europe elle-même. Et en Europe toujours, en bref, une confirmation, l'inflation repart en zone euro, 0,3% au mois de mai sur un an, après 4 mois de baisse suivis d'un mois de stagnation des chiffres définitifs d'Eurostat. On repart au salon du Bourget et on le disait hier, les carnets de commandes des grands avionneurs continuent de se remplir. Mardi, dans le match des commandes, c'est Boeing, l'américain, qui a pris le large, 16,7 milliards de dollars de commandes fermes contre 15,3 milliards pour l'européen Airbus. Énorme contrat notamment pour le Boeing 737 version MAX 8, 100 appareils pour le néerlandais AerCap, près de 11 milliards de dollars. Et le patron de Boeing tenait justement hier une conférence de presse. Il est revenu sur la question du carburant. Le fuel constitue encore un gros budget pour les compagnies aériennes. Lorsque nous avons démarré le programme 787, le baril était à $40. Alors à $60 le baril, l'appareil conserve un bon rendement et les améliorations en termes d'impact environnemental et de consommation sont toujours la bonne chose à faire. Les caps sur le Pacifique, la Chine et l'Australie ont signé hier à Canberra un accord historique de libre-échange. Il aura fallu plus d'une décennie de discussions pour élargir considérablement les liens entre la deuxième économie mondiale et l'un des plus proches alliés de Washington dans la région. Pékin présente d'ailleurs cet accord comme le meilleur jamais conclu avec un pays occidental. Agriculture, services, matières premières, les enjeux sont conséquents. Nous saisissons cette occasion pour plus de commerce et plus d'investissement avec la Chine. Nous complétons ainsi un trio d'échanges avec nos principaux partenaires commerciaux. La Chine, mais aussi le Japon et la Corée du Sud. Des marchés qui pèsent ensemble plus de 60% des exportations de l'Australie. Et la Chine, premier partenaire commercial de l'Australie avec 130 milliards de dollars d'échanges en 2013. Notez aussi que le Japon a réduit en mai son déficit commercial, 1,6 milliard d'euros. C'est une baisse de 76% tout de même sur un an. En cause, la réduction des importations plus rapide que celle des exportations. Et puis en Amérique du Sud, le président bolivien Evo Morales a présenté un plan visant à taxer la production de feuilles de coca, un moyen selon lui de mieux redistribuer les richesses aux plus démunis. Le circuit illégal de la coca représenterait actuellement 7% du PIB bolivien. Je veux dire à tout le monde que nous devons payer nos impôts, car nos impôts aident notre économie. L'argent que vous payez est redonné au peuple. Il est distribué et non pas détourné vers le secteur privé.
Allez, on s'intéresse à cette idée soulevée par la ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, boycotter le Nutella. Les Français en sont les plus grands consommateurs au monde, 30% des 300 000 tonnes écoulées chaque année. Alors pourquoi un boycott? Eh bien la pâte à tartiner contient de l'huile de palme dont la production serait responsable de graves déforestations à travers la planète. On va interroger Guillaume Duval, bonjour. Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique. D'abord, est-ce que le Nutella est vraiment l'ennemi des forêts? Est-ce que c'est crédible cette idée de la ministre? Alors c'est deux questions différentes, mais oui, il n'y a aucun doute sur le fait que l'utilisation de plus en plus courante dans l'industrie agroalimentaire, en particulier dans le Nutella, mais malheureusement pas seulement, de l'huile de palme est responsable d'une déforestation qui prend une ampleur tout à fait dramatique en Indonésie et en Malaisie en particulier. Donc l'Indonésie est le 3e pays au monde par les émissions de gaz à effet de serre, pas du tout parce qu'il consomme beaucoup de charbon ou d'huile ou de pétrole ou de choses comme ça, mais simplement parce que l'usage des sols change et ils détruisent tellement de forêts que c'est l'équivalent de relâcher beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Donc oui, c'est un vrai problème, c'est un problème massif. L'industrie a essayé de réagir en établissant un label pour dire on fait de l'huile de palme responsable, mais ça n'a pas l'air d'être très bien contrôlé cette affaire, et en tout cas ça n'a pas suffi jusqu'ici à stopper ou à limiter cette déforestation. Ouais, et puis c'est vital aussi pour des pays comme la Malaisie, l'Indonésie. Merci beaucoup Guillaume Duval pour ces éclairages. On précise aussi que Ferrero, maison mère de Nutella, affirme maintenir son soutien à l'objectif zéro déforestation. Clinton, Bush et si ces noms bien connus allaient une fois de plus s'affronter pour une place à la Maison Blanche. Alors les choses ont-elles vraiment changé depuis l'époque où les maris, frères ou pères d'Hillary et Jeb commandaient aux destinées de la première puissance mondiale? Une chose est sûre, il faudra compter sur le social. La crise de 2008 est passée par là et tout est bon pour s'attirer les faveurs de l'américain moyen. Johanna Citruc. Elle aura lieu dans un peu moins d'un an et demi, l'élection présidentielle américaine de 2016. Mais le coup d'envoi de la course à la Maison-Blanche a déjà été donné. Samedi dernier, Hillary Clinton a organisé son premier grand meeting de campagne. Dans les rues de New York, plus de 5000 personnes se sont bousculées pour découvrir les propositions de la candidate à la primaire démocrate. Un programme qu'elle revendique contre les inégalités et au service de l'américain moyen. Les bénéfices ne peuvent pas revenir seulement aux PDG et aux gestionnaires de fonds. La démocratie ne peut pas revenir seulement aux milliardaires et aux multinationales. Les bénéfices et la démocratie font partie des droits que vous avez déjà obtenus. Vous ramenez notre pays en arrière, mais maintenant c'est votre moment. Il est temps de consolider les acquis et aller de l'avant. Aller de l'avant avec une meilleure répartition des richesses. Et vous savez quoi? L'Amérique ne peut réussir si vous ne réussissez pas. C'est pour cela que je me présente à la présidence des États-Unis. À peine 2 jours plus tard, c'est au tour de Jeb Bush de faire irruption dans la campagne. Après son père et son grand frère, il est le 3e homme de la famille à briguer un mandat à la Maison-Blanche. Mais inquiet que son nom devienne un obstacle, il tente de le dissiper derrière ses performances économiques. Lorsqu'il était gouverneur de la Floride entre 1999 et 2007, le PIB de l'État a explosé pour devenir le 4e le plus élevé du pays et atteindre près de 800 milliards de dollars. Nous devons faire mieux que la politique étrangère d'Obama-Clinton, mieux que leurs politiques gouvernementales qui ont échoué, qui ont fait croître notre dette et qui nous ont empêchés d'atteindre une réelle croissance économique et la prospérité. Son objectif est de séduire les conservateurs et pour y parvenir, il mise comme sa rivale sur le volet social de son programme. Il faut des idées conservatrices pour renouveler l'Amérique, faire croître notre économie, assainir nos finances et rendre notre pays encore plus fort. Je sais que nous pouvons faire mieux et ensemble, nous le ferons. Pour l'heure, Hillary Clinton et Jeb Bush sont considérés comme les 2 favoris de leurs partis respectifs. Mais la course est encore longue et la liste des candidats continue de s'allonger. Mardi, c'est le milliardaire Donald Trump qui a officiellement annoncé postuler à l'investiture républicaine. Et même si les sondages ne lui sont pas favorables, l'homme se voit déjà comme le plus grand président de l'emploi que Dieu ait jamais créé.
Voilà, les États-Unis, le pays où tout est possible, comme on dit là-bas. On va accueillir Ben Amoyal. Bonjour. Bonjour. Gérant de portefeuille chez Premia Capital. Alors d'abord, un état des lieux un petit peu de l'économie américaine. On a le sentiment que la crise est derrière, mais à quel prix quand même? Les injections de liquidités, les taux qui restent bas tellement longtemps. Est-ce que le bilan est plutôt rassurant ou inquiétant? Alors, sur le bilan en lui-même, je dirais que c'est plutôt rassurant parce que la politique de taux bas aux États-Unis a vraiment fonctionné puisqu'on est reparti en croissance. Il y a eu un arrêt net, je dirais, des problèmes de chômage. On est descendu en dessous des 6% de chômage, ce qui est pas mal. Donc sur le gros indice macro, c'est pas mal. Non, sur le gros indice macro, c'est vraiment très bien même, je dirais. Mais bon, encore une fois, ça a été au prix de quoi? Au prix d'une politique de taux bas, d'un quantitative easing, de plusieurs quantitative easing. Alors c'est vrai que c'était ce qu'il fallait faire, c'est ce que peut-être l'Europe aurait dû faire. Il y a un risque de rechute, vous pensez? Les leçons ont été tirées ou... Non, il n'y a pas un risque de rechute. Par contre, il y aurait un risque, si vous voulez, que la remontée des taux se fasse de façon trop rapide. Ce soir, à 21h, je crois, ou 20h, il y a Janet Yellen qui doit parler concernant sa politique de taux. La question, c'est est-ce qu'elle va les remonter aujourd'hui ou en septembre ou en décembre? C'est vrai que si les opérateurs de marché n'anticipent pas une remontée des taux pour le mois de juin, mais plutôt pour le mois de septembre, c'est déjà dans les cours. Donc il faudra voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Et alors justement, dans ce contexte, le bilan, l'héritage Obama, est-ce que c'est plutôt un boulet ou un atout pour le camp démocrate? Alors, je vais séparer votre question en deux. Sur le plan international, je pense que c'est plutôt un boulet. Parce que si il a voulu faire la paix avec tout le monde, faire plaisir à tout le monde, sans parler de l'Iran ou de Cuba, même s'il y a des raisons, etc. Mais c'est vrai que sur le plan international, je pense que les États-Unis ont perdu un peu de leur aura. Sur le plan économique, je dirais qu'il s'est juste laissé porter par la vague. Donc il a profité d'un bilan économique qui est plus ou moins bon aux États-Unis, mais grâce à une politique de la Fed. Même question un petit peu aussi pour les Bush et les Clinton. Au niveau économique, est-ce que les bilans des précédents présidents, est-ce que c'est plutôt bien perçu par les marchés? Oui. Les deux précédents présidents, les bilans ont été bien perçus, même si en 2008, le président en question a eu à gérer la crise des subprimes. Donc c'est vrai que sur le moment, c'était un peu difficile, mais le bilan était plus ou moins bon et bien reconnu par les marchés. Quant à savoir si plutôt républicain ou démocrate, qui Wall Street va choisir, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Ouais, alors pour parler un petit peu de la culture économique aux États-Unis, on sait que c'est plutôt libéral. Est-ce qu'il y a la place quand même pour les discours de type social, comme essaye de le faire Hillary Clinton? Est-ce que le social, ça peut être l'axe majeur de cette campagne? Il va falloir que ce le soit, parce que vous savez, c'est pas Wall Street qui vote, hein, c'est la masse populaire qui va prendre son bulletin de vote et va voter. Donc il va falloir qu'il y ait un social. Aujourd'hui, je dirais que c'est un sujet qui revient fréquemment. Les politiques ne peuvent plus passer outre le social. Ça a été fait les années précédentes. Là, aujourd'hui, c'est vraiment trop important avec les médias, avec les Twitter, les Facebook, etc. Tout le monde communique, on a besoin d'aller sur du social. Ouais, et justement, au niveau de la perception par les marchés financiers de cette économie américaine, pour qui vote Wall Street finalement? Est-ce que c'est plutôt démocrate ou républicain? C'est ce que je vous disais juste avant, il n'y a pas forcément de vote. C'est plutôt on va voter pour une personne plutôt que pour un camp. C'est ce qui s'est passé pour Obama. Donc c'est la personnalité qui va beaucoup jouer? Exactement. Ouais. Obama, vous disiez? C'est ce qui s'est passé pour Obama dans les années quand Obama avait été élu et réélu après. Bon, la deuxième année, je pense que Wall Street n'était pas trop pour Obama. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il va falloir voir, c'est regarder ce qui va se passer avec ses protagonistes. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une préférence pour notre ami Donald Trump. Ouais, avec aussi beaucoup de questions sur le leadership économique au niveau mondial des États-Unis. Merci beaucoup Ben Amoyal pour ces explications. On va passer au Media Watch. Et dans Media Watch, il y a Média. On va parler d'un empire, celui du mania australien des médias américains. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Dans la famille Murdoch, je demande le fils. Oui, à partir du 1er juillet, c'est James Murdoch qui reprendra les rênes du groupe de son père, 21st Century Fox. Un véritable empire médiatique valorisé plus de 66 milliards de dollars. Actuellement co-directeur des opérations, l'homme de 42 ans va donc devenir le directeur général. Quant à Rupert Murdoch, eh bien, il est âgé de 84 ans et il partagera la présidence du conseil d'administration avec son autre fils, Lachlan. Une succession attendue. On poursuit avec Amazon, Johanna, et peut-être un nouveau système de livraison de colis. Effectivement, après les drones et les taxis, le géant du e-commerce travaillerait actuellement sur un nouveau mode de livraison. Ce projet, il s'appelle On My Way. En français, ça veut dire sur mon chemin. Et d'après le Wall Street Journal, eh bien, il s'agirait d'une application mobile qui permettrait aux particuliers de proposer leurs services pour livrer des colis à leur destination finale. Alors l'objectif d'Amazon, c'est évidemment de faire des économies, puisqu'actuellement son budget livraison représente
représente 8,7 milliards de dollars. C'est près de 10% du volume de ces ventes. Maintenant, reste à savoir combien seraient rémunérés ces livreurs d'un jour si toutefois le projet se concrétisait. Ce sera forcément l'un des enjeux. Et puis on part au Nigeria, Johanna. Les nouveaux élus au Parlement sont heureux. Ils ont un budget pour remplir leur garde-robe. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Nigeria, les membres de l'Assemblée nationale sont parmi les mieux payés du monde. Ils gagnent environ 13 000 dollars par mois. Une somme très élevée, notamment au regard du salaire minimum qui est en vigueur dans le pays, seulement 90 dollars par mois. Et pourtant, eh bien, ces parlementaires vont bientôt avoir un petit peu plus d'argent. Ils vont bénéficier donc d'une allocation un peu particulière, 8,64 milliards de naira, environ 43 millions de dollars, pour s'acheter des vêtements. Alors évidemment, cette décision est très critiquée, notamment sur les réseaux sociaux, comme l'explique un internaute. L'argent dédié à cette allocation pourrait, par exemple, permettre de rémunérer 500 000 fonctionnaires au salaire minimum pendant un mois. Ouais, on comprend que ça fasse du bruit du coup de la première économie d'Afrique. Merci Johanna, à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec un point notamment sur l'évolution des cours du pétrole. Restez avec nous, l'information continue.